Donc je crois que là-dessus, on a beaucoup à construire et qu'on a quand même des vrais réservoirs de réflexion au niveau de l'accession à la propriété, au niveau du fonctionnement des organismes HLM, au niveau du 1% logement, qui est sans doute, à mon sens, trop peu orienté en direction des classes moyennes. Il y a énormément d'outils, mais qui ne sont pas structurés sur un raisonnement qui est un raisonnement classe moyenne. Troisième chose, les enfants et l'étude des enfants. L'exemple de Beauvais, je le reprends tel quel, il est parfait. Cette difficulté est simple. Les classes moyennes nourrissent des espoirs pour les études de leurs enfants. Ces espoirs passent souvent, Julie le sait, par le fait d'aller étudier loin de chez soi. Parce que la promotion par les études suppose d'aller chercher la bonne formation au bon endroit, qui n'est sans doute pas une formation de proximité. Mais ça coûte très cher. C'est des frais de déplacement, c'est des frais de logement, c'est des frais de financement des études, et qui sont devenus souvent très lourds à assumer. Or, on a un système de bourse qui, lui, là encore, on retrouve exactement le même système, s'arrête aux frontières de la classe moyenne. Valérie Pécresse a fait un très gros travail. Elle est d'ailleurs une des premières à avoir assumé un discours qui soit un discours consistant à dire « je veux que les bourses couvrent au moins les classes moyennes inférieures », mais je pense qu'il y a des marges pour aller plus loin. Et les marges qui me semblent à investir pour aller plus loin, c'est un système de mise en place qui a été fait en Suède de façon très intéressante, qui est concentré sur les classes moyennes, d'un prêt ascenseur social, qui repose sur des conditions très strictes d'encadrement. La condition, c'est qu'on met en place à des taux extrêmement avantageux, sur le modèle du prêt à taux zéro, la possibilité pour des étudiants d'accéder à un prêt pour financer leurs études. Avec une condition, c'est qu'on ne rembourse qu'une fois qu'on a accédé à son premier emploi stable et sur un pourcentage limité par rapport à son revenu. Le gros avantage de ce système est qu'il permet d'accompagner beaucoup plus massivement qu'un système de bourse qui a forcément ses limites en termes de poids de financement, l'ensemble des classes moyennes, et qui permet aussi d'avoir un système implicite de redistribution. C'est-à-dire, en gros, celui qui a très bien réussi et qui va sortir sur des postes de très haut cadre va avoir une capacité de remboursement très rapide, qu'il va faire jouer très vite, et qui lui permettra, à l'inverse, sur celui qui sort peut-être sur des études un petit peu plus modestes, mais pas moi, de commercial ou de poste de base d'ingénieur, de pouvoir avoir un accompagnement de l'État avec ce système de redistribution qui permet d'avoir un remboursement qui soit plus progressif. En Suède, l'impact que ça a eu sur l'ascenseur social et le brassage a été très important. Moi, je milite vraiment pour ce dispositif parce que je pense que si on continue à rester enfermé dans ce tabou des bourses, on n'arrivera jamais à en faire bénéficier à nos grandes cohortes des classes moyennes et donc elles resteront de côté sur le financement des études de leurs enfants. S'ajoute à ça pour moi un deuxième sujet de conviction, c'est l'alternance. L'alternance a des vertus considérables, à condition de la sortir des thématiques qui sont les thématiques habituelles de je ne fais l'alternance que dans le BTP ou la restauration. Rien ne s'oppose à former des banquiers, des assureurs, des ingénieurs, des avocats par le biais de l'alternance. Et c'est un gros avantage pour les classes moyennes, c'est que les études s'auto-payent. Donc là encore, on a la possibilité pour les classes moyennes d'avoir une sortie qui soit importante. Ça fait beaucoup de sujets à aborder, mais ça suppose une appropriation par le pouvoir politique. Et moi, je suis déterminé à être un militant de la classe moyenne. J'étais très amusé parce qu'on me disait maintenant, avant, vous étiez secrétaire d'État à l'emploi, maintenant, vous êtes ministre des Affaires européennes, forcément, vous n'avez plus vous occuper des classes moyennes. Première nouvelle. Le secrétaire d'État à l'emploi n'était pas plus lié au sujet des classes moyennes que ne l'est la thématique de l'Europe, qui est une thématique très importante pour les classes moyennes, comme vous l'avez d'ailleurs aussi relevé. Ce rendez-vous sera celui de 2012. Quand je dis ça, je ne le dis pas sur un plan politique, ou politicien, pour être plus clair. Mais je le dis parce que je pense qu'on a deux enjeux qui sont décisifs. Le premier d'abord, et on le voit très bien dans toute l'Europe, il y a un risque très fort de montée des extrémismes. Ce risque se construit sur les attentes et les déceptions de la classe moyenne. N'oublions jamais que la République de Weimar, dans l'entre-deux-guerres, a sombré par son incapacité à stabiliser et protéger les classes moyennes dans la crise. La sortie de crise ne se réussira que s'il y a une sortie de crise pour les classes moyennes. Et pour moi, l'enjeu majeur de la société post-crise, c'est est-ce qu'on sort avec des classes moyennes qui sont confortées ou est-ce qu'on sort avec des classes moyennes qui sont fragilisées. La seule bonne voie, c'est des classes moyennes qui sont consolidées. Et c'est le rendez-vous essentiel. Et puis plus largement,
je pense qu'à travers les classes moyennes, et c'est ce que je disais au début, se jouent beaucoup des clés des risques de crispation de la société française et européenne. L'ascenseur social, la confiance dans le contrat social, la confiance tout simplement dans notre pays, ne pas être sur la réserve, ne pas être dans la crainte, ne pas être dans l'angoisse pour nos enfants. Si on veut déverrouiller ça, c'est par les classes moyennes qu'on peut redonner ce message d'espoir collectif. Donc pour moi, c'est clair, dans les années qui viennent, la priorité absolue de tout gouvernement et de tout élu doit être celle-là, conforter les classes moyennes dans la sortie de crise.